La date qui me marquera toujours toute ma vie, c'est le 27 février 2014, où là on est convoqué à la PJ, et vous avez le patron de la PJ, quand on se lève pour partir, cet homme-là nous dit, en partant, « Mais monsieur, dame Giboire, arrêtez de vous faire du mal, votre fille était suicidaire ». Bonsoir, 9 ans de mystère, 9 longues années endurées par la famille, les proches, les amis de Céline Giboire, sans qu'aucune réponse ne soit apportée à cette question. Qui a tué dans la nuit du 27 au 28 février 2012 cette lycéenne de 16 ans qui n'avait jusque-là fait jamais parler d'elle? Pourquoi a-t-elle brutalement disparu pour être retrouvée morte loin de chez elle au pied d'une falaise de Saint-Malo, son corps disloqué et en partie immergé? Une scène de crime tellement confuse que l'enquête va s'arrimer dans un premier temps à la thèse du suicide, puis ensuite revenir et se concentrer sur le scénario d'un meurtre précédé d'un viol et peut-être d'une séquestration. Céline Giboire, si elle a été menacée, n'a pas pu appeler au secours cette nuit-là, piégée dans ce lieu qu'il faut connaître et où de rares personnes viennent traîner la nuit. Avec nos invités, nous allons donc explorer ce soir l'énigme Céline Giboire, voir si un temps précieux, qui sait, n'a pas été perdu lors des premiers mois de l'enquête, si des suspects n'auraient pas échappé aux enquêteurs. Nous allons essayer de comprendre pourquoi cette enquête n'a-t-elle pas encore été résolue. Un immobilisme qui laisse les parents, les sœurs et le frère de Céline dans la plus totale incertitude, dans un épais brouillard qui ne s'est jamais dissipé. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir donc, dans l'heure du crime, l'affaire Céline Giboire, cette lycéenne de 16 ans n'avait jamais attiré l'attention jusqu'à cet après-midi de l'hiver 2012 où, brutalement, elle disparaît. Ce lundi 27 février 2012 est jour de rentrée au lycée Jeanne d'Arc à Rennes. Les vacances d'hiver sont terminées et les cours reprennent. Céline Giboire est présente à l'ouverture des portes de l'établissement. Elle retrouve ce matin-là tout à fait normalement la classe de première STG, Sciences, Technologie et Gestion. Les professeurs ne se souviennent pas de quoi que ce soit d'anormal concernant Céline. C'est une élève qui ne pose pas de problème. Elle ne fait peut-être pas partie des meilleurs de la classe, mais ses notes figurent dans une bonne moyenne. Il lui est certes arrivé de sécher des cours, mais rien d'alarmant ou de répétitif. La matinée se déroule ainsi sans incident. À l'heure du déjeuner, vers 12h30, Céline quitte toute seule le lycée. L'examen de son téléphone portable fera apparaître qu'elle a tout d'abord emprunté une petite rue face au lycée, la rue du Colonel Drian, puis a déambulé vers le centre-ville. Elle ne s'est pas rendue au jardin public tout proche, le parc de Maurepas, où parfois les lycéens se retrouvent. Céline Giboire est signalée absente au cours de l'après-midi. Elle ne va pas réapparaître en salle de classe. La famille Giboire est prévenue de cette non-présence vers 17h. Les trois sœurs de Céline, Mélanie, Laura, sa jumelle, et Elena, ainsi que son frère, tentent alors de la joindre sur son téléphone portable. Mais leurs appels échouent inexorablement sur la messagerie. 2 heures passent et l'inquiétude grandit dans l'exploitation familiale de Piré-sur-Seiche, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Rennes, où vivent ses parents. Patrick Giboire, le père, élève ici des vaches laitières et des poulets. Peu après 19h, la sœur aînée de Céline, Mélanie, décide d'aller signaler la disparition au commissariat. On tente alors de la rassurer. Les policiers estiment qu'il s'agit très certainement d'une fugue et que tout va rentrer rapidement dans l'ordre, mais Céline ne va donner aucune nouvelle. Après une nuit blanche, mardi 28 février au matin, les parents, les sœurs et le frère de Céline sont submergés par l'angoisse. Ils songent à un accident, ne peuvent se résoudre à envisager le pire. Ils impriment rapidement des affichettes avec la photo de Céline collée autour du lycée. Les amis de la lycéenne ne s'expliquent pas cette absence. Il est fait état d'une contrariété, une dispute entre filles qui serait intervenue lors du voyage scolaire en Roumanie, organisé au cours des vacances, mais rien de grave, juste une broutille, une fâcherie déjà oubliée, rien qui ne puisse justifier une fugue prolongée et le fait de ne donner aucune nouvelle. Aux premières heures du matin, les policiers rennais ne disposent d'aucun élément permettant de dire où est l'adolescente. Ils ignorent alors que Céline est déjà morte et que son corps gît au pied d'une falaise.
Moins de 24 heures après sa disparition, le corps de Céline Giboire va être découvert à 70 km de Rennes, dans un parc de Saint-Malo, en bordure d'océan, où la lycéenne n'avait jamais mis les pieds de sa vie. Ce mardi 28 février, vers 10h10 du matin, deux joggeurs qui courent sur une petite plage du parc des Corbières, une falaise boisée de Saint-Malo, aperçoivent une forme humaine à demi immergée. Il s'agit d'une jeune femme posée sur le dos, les bras étirés au-dessus de la tête. Son blouson flotte à côté d'elle. Elle porte des traces de blessures et elle ne respire plus. Les pompiers sont tout de suite alertés. Le corps est retiré de l'eau. Pas de grande marée ce jour-là, sinon il aurait pu être emporté ou englouti pendant des jours. Le médecin, appelé sur place, ne peut que constater le décès, mais il est dubitatif sur les causes de la mort. Le corps est effectivement couvert d'ecchymose, il porte des traces suspectes, impossible de savoir ce qui a pu causer le décès de la victime. Dans tous les cas de figure, au vu de l'état du cadavre, l'intervention d'un tiers n'est pas exclue. En clair, il pourrait s'agir d'un meurtre. Les fonctionnaires de la PJ de Rennes, chargés de cette enquête, qui ne fait que démarrer, ne tirent pour l'instant aucune conclusion. Il est beaucoup trop tôt pour être formel. Ils n'ont aucun mal à identifier la jeune morte de la plage. À son poignet, elle porte une fine gourmette avec un prénom, Céline, et une date de naissance, 16 octobre 1995. Le rapprochement est aussitôt établi avec la disparition à Rennes de Céline Giboire. Tout correspond, la description physique de la victime et les éléments qui sont découverts. Dans son blouson, on retrouve son téléphone portable ainsi qu'une somme de 53 €. En haut de la falaise, sur une espèce de balustrade, la police saisit une écharpe blanche et un gilet rose porté par Céline le jour de sa disparition. Ses lunettes sont également là, dans une poubelle. Les enquêteurs mettent la main sur sa carte d'étudiante. La police scientifique est à pied d'œuvre dans l'après-midi. Elle saisit des mégots de cigarettes au pied d'un banc. De toute évidence, Céline Giboire a chuté depuis la falaise, une hauteur de 16 mètres. Le point d'impact, une tache de sang sur le rocher, est encore visible. Le premier constat est toutefois étonnant. Le corps a effectivement été retrouvé à 32 mètres du point d'impact pour se retrouver en partie dans l'eau. La victime aurait-elle été tout simplement tirée vers l'océan par une ou plusieurs personnes? On s'interroge aussi sur le blouson qu'elle ne portait pas et qui flotte à côté d'elle. Les premières conclusions de l'autopsie tombent. L'heure approximative du décès est arrêtée autour de minuit. Il s'avère que la victime porte des blessures au ventre, pas dues à une arme blanche, mais au frottement contre la roche. Des membres sont fracturés. Céline a été violée, pénétrée de force avec un objet. Elle est morte d'une asphyxie mécanique quand elle a atteint l'eau ou quand elle y a été déposée. Elle respirait encore. Elle a fini par se noyer. Céline n'avait consommé ni alcool ni drogue. Malgré ces interrogations, la police va mettre en doute la thèse criminelle et pencher pour un suicide. La conclusion pour Céline Giboire d'une fugue qui aurait été désespérée. Conclusion que ne partage pas du tout la famille de la victime. Bien que l'enquête sur Céline Giboire soit ouverte au parquet de Rennes pour viol et homicide volontaire, la police judiciaire de Rennes penche plutôt pour un suicide. Dans les mois qui suivent et alors que les investigations font du surplace, le père de Céline, Patrick Giboire, est ainsi informé que sa fille s'est sans doute volontairement donné la mort. Pour parvenir à cette conclusion, la PJ semble s'appuyer sur le fait qu'aucun individu n'a été aperçu avec Céline au moment où elle a quitté le lycée et dans les heures qui ont suivi, rien ne permettant d'établir un lien entre sa mort et une tierce personne. Grâce à la téléphonie, il est avéré que Céline Giboire a elle-même pris la route de Saint-Malo. Impossible toutefois de savoir par quel moyen elle s'y est rendue, sans doute en stop, en empruntant la route principale, la départementale 137. À 15h45, 3 heures après avoir quitté le lycée, son téléphone borne à Saint-Domineuc, localité entre Rennes et Saint-Malo. Elle est seule selon un témoin à qui elle demande un renseignement sur un horaire de car. Ce témoin décrit une jeune fille souriante. À 17h48, son portable borne enfin
à Saint-Malo. Malgré les affirmations de la PJ, le père de Céline ne peut pas se résoudre au suicide. Il dénonce une enquête bâclée qui a conduit la police à demander l'exhumation du corps seulement 10 jours après les funérailles, le 15 mars, sous prétexte que divers prélèvements n'avaient pas été effectués. Patrick Giboire a le sentiment que l'on cherche à clore au plus vite un dossier qui, selon lui, serait truffé d'incohérences. Pourquoi le premier médecin a-t-il parlé d'homicide et que la suite conclut désormais à un suicide? Pourquoi de nouveaux experts indiquent que le viol n'est pas certain? Pourquoi Céline se serait-elle débarrassée de sa carte d'étudiante dans une poubelle? Pourquoi encore sa carte vitale a été découverte 1 mois après le drame, dissimulée entre 2 rochers à quelques centaines de mètres de la scène de crime? Pourquoi 3 ans après la mort de Céline, les parents craignent que le dossier ne soit refermé. Ils font alors appel à un enquêteur privé, l'ancien officier de gendarmerie Thierry Lezeau, qui avait travaillé sur l'affaire Dickinson pour reprendre les investigations. Le frère et les sœurs de Céline écrivent au président de la République, François Hollande, et au garde des Sceaux. L'avocat des Giboire, Franck Berton, remue de son côté ciel et terre pour réfuter la thèse du suicide. Il note que la plupart des experts pensent que Céline a été portée par 1 ou 2 personnes après sa chute. Le corps a donc été manipulé afin peut-être de maquiller le meurtre en noyade. L'avocat et la famille ont finalement gain de cause. Afin que les investigations se poursuivent dans la sérénité et que les esprits se calment, le dossier change de main. 3 ans après la mort de la lycéenne, le procureur de Rennes confie l'affaire à la brigade de recherche de la gendarmerie nationale. Malgré le temps qui passe et une enquête qui paraît immobile, des pistes vont émerger, les visages de possibles suspects vont apparaître. On semble alors très près du but, mais difficile de réunir les preuves absolues de l'implication de ces hommes dans le crime de la falaise. 4 ans après la mort de Céline, les gendarmes renouvellent leur appel à témoins. Ils espèrent être contactés par des personnes qui auraient aperçu la lycéenne ou auraient croisé sa route le 27 février 2012, le jour de sa disparition. L'appel à témoins s'adresse ainsi aux automobilistes ayant vu ou pris cette jeune fille en autostop, mais également au jeune homme qui, je cite, jouait du tam-tam près du parc ce jour-là, ou encore au jeune couple aperçu dans l'après-midi dans ce parc des Corbières. Céline Giboire n'apparaît sur aucune image de vidéosurveillance à Rennes. À Saint-Domineuc, entre Rennes et Saint-Malo, elle s'est effectivement renseignée sur un passage de car, mais personne ne sait comment elle est arrivée ensuite au parc des Corbières. Les gendarmes ont des indications selon lesquelles la lycéenne aurait pu monter à bord d'une voiture de marque Dacia. Ils vont donc recenser toutes les Dacia de la région de Saint-Malo, mais sans obtenir de résultats probants. Au cours de l'enquête, 2 hommes ont été considérés comme des témoins dignes d'intérêt. Le premier est Florian Varin, un violeur récidiviste. Pas moins de 6 viols commis entre 2011 et 2012 entre Rennes, Le Mans, La Rochelle, Niort et Toulouse. En 2018, il a finalement été condamné en appel à 30 ans de prison. En 2015, alors qu'il comparaissait devant les assises de Haute-Garonne à Toulouse, l'avocat des Giboire, Franck Berton, avait évoqué le dossier avec lui. Varin répondait qu'il avait entendu parler de cette affaire, mais ne donnait pas le moindre détail supplémentaire. Le deuxième suspect est un homme qui se trouvait avec sa compagne le soir de la disparition dans le parc des Corbières. Parmi les 5 mégots retrouvés sur place, 4 sont ceux des cigarettes fumées par la victime. Le 5e appartient à cet homme. Il a été placé en garde à vue en raison de son profil troublant. Un casier judiciaire loin d'être vierge, une implication dans une tentative d'homicide. L'homme a expliqué qu'il venait souvent fumer sur ce banc, d'où la présence d'un mégot lui appartenant, mais il n'a pas abordé la lycéenne. Sa compagne a également été interrogée. Elle conservait chez elle des coupures de journaux sur l'affaire Giboire. Malgré ces coïncidences et ces détails curieux, aucune charge n'a été retenue contre eux. Ils sont sortis libres après une dizaine d'heures de garde à vue. À ce jour, aucune mise en examen n'a été prononcée dans ce dossier. Des pistes qui tombent à l'eau, impossible de connaître avec précision les toutes dernières heures de la vie de Céline Giboire. L'enquête se heurte au mur du silence, mais elle n'en est pas terminée pour autant.
Impossible pour la famille de Céline, après toutes ces années, de donner un quelconque crédit à l'hypothèse du suicide. L'ancien patron de la direction interrégionale de la police judiciaire, Jean-Paul Le Tinsorer, interrogé par le journal Ouest France, maintient toutefois « Nous avons travaillé toutes les pistes possibles. Au terme de notre enquête, aucun élément objectif ne permettait de dire qu'il s'agissait d'un acte criminel. On ne fabrique pas de coupables. » Le père de Céline, Patrick Giboire, répète que sa fille n'avait rien de suicidaire. La veille de son décès, tout le monde avait déjeuné chez une voisine et Céline était parfaitement détendue. Céline était une personne très positive et si elle avait vraiment eu envie de se suicider, pourquoi serait-elle allée jusqu'à Saint-Malo, questionne son père. En 2020, une nouvelle juge d'instruction a pris les commandes du dossier Céline Giboire. De nouvelles investigations sur les affaires portées par la victime ont alors été programmées, notamment des recherches de traces ADN. Mais l'enquête est décidément perturbée. En 2018, des scellés ont ainsi été accidentellement détruits, des cheveux appartenant à Céline sur autorisation du procureur de Saint-Malo. La famille n'en sera avertie que 2 ans plus tard, à la faveur d'une nouvelle demande d'analyse toxicologique. Les Giboire ont attaqué l'État pour faute lourde. Sur le front des investigations, seul un nouveau témoignage semble aujourd'hui en mesure d'apporter la vérité dans ce dossier.